Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula à la une aujourd'hui. À la province Fahs Anjra, son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan représente Sa Majesté le Roi à la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tangemed II. Marhaba 2019, les vacances d'été démarrent et l'affluence de nos compatriotes résidant à l'étranger est déjà au programme, dont de nombreux points de transit. Nous le verrons au port Bninsar à Nador. Pause artistique à Dmnet, les passionnés des beaux-arts y sont réunis pour une résidence artistique pour des créations autour du riche patrimoine amazigh. Activité princière en ouverture de cette édition, son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan a représenté à la province Fahs Anjra, région Tanger-Tétouan Al-Husseima, Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la cérémonie de lancement des opérations portuaires du nouveau port Tangemed II, une plateforme qui permettra d'ériger le complexe portuaire de Tangemed en port leader et premier à capacité en Méditerranée. Les développements de l'activité princière, Nisri El-Hamdawi. Le nouveau port Tangemed II comporte 2 nouveaux terminaux à conteneurs d'une capacité additionnelle de 6 millions de conteneurs EVP. Il renforcera davantage la position du complexe portuaire de Tangemed en tant que hub de référence en Afrique et dans le monde pour les flux logistiques et le commerce international. La cérémonie de lancement officiel des opérations portuaires du port Tangemed II a débuté par la projection d'un film institutionnel qui met en exergue les différentes étapes de réalisation du complexe Tangemed, ainsi que la haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'entourer ce projet. Le 17 février 2003, le président de l'agence spéciale Tanger Méditerranée, M. Fouad Brimi, a ensuite prononcé une allocution dans laquelle il a souligné la pertinence de la vision originelle de Sa Majesté le Roi pour ce projet stratégique et le choix juste du souverain de son implantation sur le détroit à la croisée des routes maritimes. Véritable motif de fierté, Tangemed a réussi à connecter le Maroc à 77 pays et 186 ports, contribuant ainsi à installer le royaume sur la scène maritime internationale et à le hisser de la 83e à la 17e place dans le classement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour sa part, le président exécutif du groupe AP Moller Marks, opérateur en charge de l'exploitation de terminaux, a rendu hommage à la vision de Sa Majesté le Roi depuis le démarrage du projet et confirmé la confiance renouvelée à travers leur engagement pour l'investissement de près de 10 milliards de dirhams dans le nouveau terminal du port Tangemed II qui utilise les meilleures technologies et qui sera l'un des plus stratégiques à l'échelle mondiale pour le leader maritime mondial Maersk. Il a également salué le leadership du souverain ainsi que le cadre d'investissement idoine offert par le Maroc. À cette occasion, son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan a posé pour une photo souvenir avec les cadres de l'agence spéciale Tanger Méditerranée. Par la suite, son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan, qui représentait Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a visité le port Tangemed et le nouveau terminal TC4 où son Altesse Royale a suivi des explications sur les différentes étapes de transbordement et de manutention et de stockage des containers. Et sur cette nouvelle plateforme portuaire de ce méga projet, écoutez ces déclarations. Nous sommes aujourd'hui pour le lancement des opérations portuaires de Tangemed II. Tangemed II, c'est le triplement des capacités du complexe portuaire pour passer de 3 à 9 millions de conteneurs et disposer à partir de ce moment
donc de la capacité de traitement la plus importante en Méditerranée. Ce terminal a la particularité d'être automatisé, ce qui permet des gains de temps substantiels en termes de manutention de navires, de réduction des coûts de production et d'amélioration des rendements des terminaux pour une libération plus rapide des navires à conteneurs. Donc c'est aussi un point ou un terminal qui est unique en son genre au niveau de l'Afrique et de la Méditerranée, et le deuxième du genre à être automatisé de cette manière. Tanger Med 1, qui est déjà en exploitation depuis 12 ans, positionne déjà ce port comme étant le premier en Afrique. L'événement d'aujourd'hui, c'est que grâce à Tanger Med 2, nous devenons la plus grande capacité de la Méditerranée. C'est très important. Le Maroc ne figurait pas dans le passé dans les grandes cartes du monde maritime. Aujourd'hui, le Maroc est incontournable. Tanger Med est incontournable. Alhamdoulilah, c'est une fierté. C'est une vision qui est pertinente parce qu'aujourd'hui, elle a fait de Tanger Med le premier port d'Afrique, 45e sur 500 ports à conteneurs dans le monde. En termes de capacité, Tanger Med va tripler ses capacités portuaires. On passe de 3 millions et aujourd'hui avec le port Tanger Med 2, on triple nos capacités pour aller vers 6 millions de conteneurs, ce qui va déjà nous placer au rang des grands. On est la première capacité portuaire aujourd'hui en Méditerranée et on est en train d'aller vers le top 20 mondial. C'est la concrétisation d'une vision royale, notamment à travers le choix de l'emplacement stratégique au niveau du détroit de Gibraltar, à la croisée des routes maritimes. Ainsi, le port est actuellement connecté à 77 pays et 186 ports au monde. Le projet Tanger Med compte actuellement plus de 900 entreprises dans les domaines industriels, logistiques et des services, ayant permis de créer plus de 75 000 postes d'emploi. Le port Tanger Med va tripler sa capacité, qui va passer de 3 millions à 9 millions de capacité de conteneurs. Et Inch'Allah, il va être le premier port en termes de capacité portuaire dans le bassin méditerranéen. Le chef de la diplomatie malienne est à Rabat, à son agenda des entretiens avec le chef du gouvernement, au cours desquels Thiébilé Dramé a mis en avant les relations multiséculaires entre Rabat et Bamako, tout comme l'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur du Mali, qui ne s'est jamais démenti, précise le responsable malien, qui a également tenu à exprimer sa profonde gratitude aux souverains, au gouvernement et à toutes les autorités marocaines pour le soutien qu'ils ont toujours apporté au Mali depuis le déclenchement de la grave crise sécuritaire et institutionnelle qu'a connue ce pays. Lors de cet entretien, le responsable malien a remis au chef du gouvernement un message écrit du président malien à Sa Majesté le roi. Le ministre malien s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Au cœur de ces entretiens, la coopération bilatérale. Écoutez ces propos de Thiébilé Dramé. Nous voudrions travailler tous les deux à renforcer ces relations, à faire en sorte que les secteurs de coopération dont il a parlé, économique, culturelle, coopération tous azimuts, que nous voudrions avoir, renforcer les liens humains qu'il y a entre nos deux pays. Il serait probablement 3 millions à regagner le royaume pour les vacances d'été, c'est-à-dire en l'espace de 2 mois. Ce sont nos compatriotes résidant à l'étranger, un chiffre avancé par le gouvernement. Et comme tous les ans, le dispositif de l'opération Marhaba met les bouchées doubles pour un transit fluidifié au niveau des ports et des aéroports du royaume. L'ambiance des arrivées dans ce reportage au port de Bnin Sar de Nador, un des points de transit les plus fréquentés. Rachid Latabi, Zakaria Moukimpila. Un nouveau bateau accoste au port de Nador. À bord, des Marocains résidant à l'étranger de retour au pays. Tout est entrepris pour assurer une circulation fluide des voitures. Des mesures adoptées pour optimiser le temps de transit. Les procédures étaient faciles et n'ont pas pris trop de temps, contrairement aux saisons précédentes. J'arrive de France, je vais à Berkane. Le voyage était agréable et l'accueil est chaleureux. Les effectifs d'agents d'assistance, d'orientation et de gestion du trafic sont à pied d'œuvre, leur nombre renforcé. Le port de Bnin Sar assure des liaisons avec plusieurs pays européens. Le plan de flotte 2019 se renforce de 2 navires. Plusieurs mesures sont prises au niveau du port pour faciliter l'accueil des Marocains résidant à l'étranger. L'aire de repos ainsi que les bureaux de police et de douane sont aménagés et renforcés.
Cette année, près de 3 millions de MRE sont attendus, contre 2,87 millions en 2018. 4 ports, Tanger-Med, Tanger-Ville, le port de Bninsar et El Hoceima, et 20 aéroports sont mobilisés dans le cadre de cette opération qui se déroule du 5 juin au 15 septembre. Focus à présent sur cette problématique récurrente en période de chaleur, le déficit en eau potable. Certaines localités du milieu rural font face à des pénuries. On voit cela dans ce reportage dans la commune territoriale Msabih, province de Safi, avec Avlani Tarabi et Zakaria Mokimbillah. Ici, dans ces douars, les habitants peinent à s'approvisionner en eau potable. Ces localités connaissent une pénurie en cette denrée. Différents secteurs d'activité pâtissent de ce déficit, l'enseignement et l'agriculture. Il y a un déficit en eau potable. C'est un obstacle à la scolarisation des élèves, surtout les filles. C'est aussi un facteur du décrochage scolaire. C'est difficile d'avoir accès à l'eau. Quand on n'en a pas, on va en chercher à des dizaines de kilomètres. Nous avons besoin d'eau pour les habitants et le bétail. Il y a un stress hydrique et les gens sont obligés d'aller chercher l'eau dans d'autres localités. Des initiatives foisonnent ici et là pour atténuer l'impact. Construction de nouveaux puits et entretien des anciens. La difficulté est de trouver des financements pour construire les canalisations et équiper les douars. Nous avons un grand déficit en eau potable. Nous avons fait une demande à la commune qui a financé la réalisation du puits. Les habitants bénéficient de l'eau potable drainée grâce à un moteur à essence. Nous avons creusé des puits, ils sont actuellement en fonction et restauré des puits anciens. L'eau n'est pas potable, il sert seulement à abreuver le bétail. Avec les fortes chaleurs, l'approvisionnement des habitants en eau potable est un besoin important. Au niveau national, de larges zones du milieu rural ne sont pas servies en eau potable, à cause entre autres de la difficulté d'accès à ces localités. Place à présent à notre chronique quotidienne consacrée aux échos de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme d'habitude, on retrouve Boubkir Blabrit. Boubkir, bonsoir. Bonsoir, Imen. Les regards, oui. Oui, on est content parce qu'on mène 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Ah oui, déjà la première mi-temps. Donc les regards sont braqués sur le stade Assela Moker où le 11 national donc dispute en ce moment son match face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Un score de 1-0 à la faveur du Maroc et on est conscient de la difficulté de la tâche, mais ce n'est pas un match à perdre. Ce n'est pas un match à perdre et ce n'est pas un match encore fini puisque la deuxième mi-temps se déroule en ce moment même. Les Lions de l'Atlas ont réussi à inscrire le premier but donc à la 23e minute d'ailleurs grâce à un travail exceptionnel d'Amrabat dans la surface de réparation qui a bien servi Anseri qui a eu qu'à mettre le cuir au fond, défilé 1-0 pour le Maroc. D'ailleurs, les Lions de l'Atlas, dont 13 avaient déjà participé à la CAN, sont d'ailleurs aguerris au football africain, contrairement à l'équipe de la Côte d'Ivoire, qui a entamé un processus, rappelons-le, de régénération de ses rangs. Les coéquipiers du capitaine Mehdi Ben Attia, qui prend part à sa 4e CAN, disposent d'ailleurs de plus d'expérience par rapport aux éléphants, d'autant plus que 7 Lions de l'Atlas Imen avaient déjà affronté à la Côte d'Ivoire à la CAN 2017 au Gabon. Il s'agit en effet, je vais les citer, de Mehdi Ben Attia, Nabil Derar, Rnam Saïs, Karim Ahmedi, Mbark Boussoufa, Nourdin Mrabat et Youssef Nasri, l'auteur du but aujourd'hui. Alors l'expérience africaine du sélectionneur national Hervé Renard, vainqueur avec son adversaire du jour lors de la CAN en 2015, est un élément majeur qui a penché indubitablement en faveur des Lions de l'Atlas lors de la première mi-temps. Et tous les ingrédients sont là, Imen, pour réussir une bonne CAN et pourquoi pas glaner un deuxième titre continental après celui d'Addis Abeba en 1976. Alors, il en reste un match dernier face à l'Afrique du Sud, Boubkir, et on espère la victoire pour nos Lions de l'Atlas. Oui, alors un autre match qu'il va falloir bien négocier, ça sera lundi 1er juillet à 21h. Le Maroc affronte l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui elle-même jouera ce soir face à la Namibie. Et puis, rappelons que dans le groupe aujourd'hui, la Tunisie a fait un match nul avec 1-1 avec le Mali. Retour Boubkir sur les résultats d'hier. À l'affiche, une victoire algérienne face au Sénégal sur le score de 1-0. La formation algérienne se qualifie au 8e de finale.
Effectivement, l'Algérie a pris le meilleur sur le Sénégal, un des prétendants au titre. L'unique but de la rencontre a été signé Youssef El Ali à la 49e minute de jeu, offrant les 3 points de la victoire à la sélection algérienne. À l'issue de ce match, l'Algérie est leader du groupe C avec 6 points. Un match d'ailleurs très physique où l'on a pu relever, il mène plus de 50 fautes sifflées par l'arbitre de cette affiche. On écoute d'ailleurs Sadio Mané, le joueur sénégalais, nous parler de cette rencontre. Je pense qu'on s'est mis en difficulté tout seul. Je pense qu'on a pris un but sur un ballon qu'on a perdu tout seul. C'est bien, on a fait une bonne première mi-temps, ils ont bien préparé leur match, ils ont réussi à me fermer par rapport au relance. C'était plus difficile de trouver les attaquants devant. Mais après, voilà, c'est une leçon. On sait que c'était pas un match, on va dire, décisif. On savait qu'il y avait encore un 3e match derrière. C'est dommage qu'on perde le match ce soir parce que je pense que, voilà, si on jouait moins crispé, on pouvait faire quelque chose de mieux encore. Je pense qu'on peut du tout, parce que si on a marqué nos petites occasions qu'on a eues, je pense que ça pourrait aller. Si c'était pas le cas, je pense. Deuxième mi-temps, vous avez presque rien fait. Ouais, bon, après, il ne faut pas oublier, c'est le football, on a essayé, donc ça n'a pas marché, c'est ça. Voilà, c'était les déclarations d'après-match de Sadio Mané, mais également de Khalidou Koulibaly, les grands joueurs sénégalais de cette équipe qui a démontré un très beau football d'ailleurs hier malgré le résultat négatif. Autre résultat hier, le Kenya-Tanzanie, 3-2 pour le Kenya. La sélection kenyane a pris le meilleur sur son homologue de la Tanzanie, 3-2 donc en match disputé hier au Caire. Ils se sont offert l'occasion d'ailleurs d'espérer de se qualifier pour les 8e de finale. Difficile à réaliser, ils auront en face lors de leur prochain match les Lions de la Teranga qui devront à cette occasion, comme on le dit dans le jargon du football, lâcher les chevaux. Les Sénégalais n'ont pas le droit à l'erreur. Le perdant du duel avec 3 points au compteur n'aurait aucune certitude de figurer d'ailleurs parmi les meilleurs 3e du groupe B. Et puis, autre résultat, Madagascar et le Burundi. Madagascar a pris le meilleur sur le Burundi, 1-0. Quelle sera l'affiche de demain samedi? Alors demain, il y a 3 rencontres, programme donc des matchs du samedi 29 juin. Groupe E, la Mauritanie sera opposée à l'Angola à 15h30. Groupe F, le Cameroun affronte le Ghana à 18h. Et puis à 21h, le Bénin sera opposé à la Guinée. Et c'était tout pour ce soir, Boufker. Merci. Et je rappelle donc le résultat à l'instant, il est toujours 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas. Et on leur souhaite bonne chance pour la suite de la rencontre. Merci Boufker, à demain. À demain. À l'international, le principal mouvement de la contestation au Soudan annonce avoir reçu une nouvelle initiative de transition établie par les médiateurs de l'Éthiopie et l'Union africaine, alors que le bras de fer se poursuit avec les généraux au pouvoir. Les négociations entre la contestation et le militaire de transition qui dirige le pays depuis la destitution en avril du président Omar al-Bashir doivent dessiner la future période de transition. Les pourparlers ont été interrompus en mai et l'Éthiopie joue le rôle de médiateur pour les relancer. La mobilisation de la rue toujours aussi forte en Algérie. Au 19e vendredi, des manifestations contre le régime. Le dispositif policier particulièrement important au cœur d'Alger n'a pas empêché les manifestants de défiler. Depuis plusieurs semaines déjà, la police mène des arrestations à Alger, parfois sans motif apparent. Et pendant ce temps, l'annulation de la présidentielle du 4 juillet place le pouvoir intérimaire dans une situation délicate. L'Europe sue à grosses gouttes sous l'effet de la canicule. La France a passé aujourd'hui le seuil des 45 degrés au 5e jour d'une canicule exceptionnelle en Europe qui a provoqué un mort dans l'ouest du pays, 2 en Espagne et une autre victime en Italie. L'Hexagone rejoint le club des pays européens qui ont le record national au moins égal à 45 degrés, comme la Bulgarie, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Macédoine du Nord et la Pologne. Le thermomètre devra encore s'affoler avec de nouveaux pics de chaleur les semaines à venir. Le G20 s'ouvre à Osaka au Japon dans une relative harmonie, mais les divergences de fond demeurent. Les dirigeants des 20 pays les plus industrialisés n'entendent pas les choses de la même oreille. Au programme, des questions qui fâchent, le nucléaire iranien, la guerre commerciale entre Pékin et Washington, la relance de la croissance et le climat qui reste le sujet le plus difficile.
Qui affrontera Donald Trump en 2020? Les premiers débats entre les candidats démocrates commencent. 20 candidats sont en débat télé. Parmi les têtes d'affiche, la sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, et le sénateur du New Jersey, Cory Booker. Lors des deux débats télé qui se sont déroulés en Floride, les candidats ont été interrogés sur leur programme en matière d'immigration, d'assurance santé, de lutte contre le changement climatique et de politique étrangère. Les beaux-arts, c'est leur passion. De jeunes artistes bien inspirés sont à Dmnet pour une résidence artistique dans un espace grandeur nature et visiblement, ce sont les diverses facettes du patrimoine amazigh qui animent leur création. Mounia Marouche. Dans cet atelier à ciel ouvert, Amel semble trouver son inspiration. Le cadre créatif où elle se trouve y est pour beaucoup. Comme Amel, d'autres jeunes artistes donnent libre cours à leur imagination. Leurs œuvres qui commencent à prendre forme se marient parfaitement avec le décor qui les entoure, celui de l'espace Saint-Monte. Nous partageons un moment convivial entre artistes et nous échangeons nos expériences picturales. Pour ma part, je vais travailler sur le thème de la femme amazigh et le signe Tifinagh m'inspire beaucoup. Ces artistes, pour qu'ils aient une plateforme commune, pour qu'ils créent des synergies, mais aussi pour créer justement des œuvres. Ces œuvres, ils vont être exposées durant une exposition itinérante, c'est-à-dire non seulement ils vont finir ici pendant cette résidence, mais aussi ils vont être exposés dans d'autres musées, d'autres fondations, etc. Pendant lequel ils insistent sur un point commun qui est la création par rapport au signe Tifinagh, à la culture amazigh. Une culture très riche par ses différentes spécificités. Elle donne matière à réfléchir et à créer. Au cœur de la résidence se dresse un musée. Il propose une immersion dans ces temps anciens du Haut-Atlas. Une belle époque marquée par le vivre ensemble entre juifs et musulmans. Le musée renferme des objets d'artisanat vieux de plus de 100 ans. Il est ouvert à tout le monde, notamment à ces artistes qui le découvrent et s'imprègnent de sa richesse. L'espace Saint-Monte est à Dmnet, à 100 km de Marrakech. L'endroit invite à découvrir toute la richesse botanique, artisanale et culturelle du Haut-Atlas. Un défilé de mode pour finir. L'ambassade de Chine à Rabat a accueilli un défilé qui met en avant les créations de stylistes marocains et chinois, des créations signées Albert Waknin entre autres et qui visiblement ont pas mal de points en commun. Regardez ces images signées Amin Sharqawi. C'est une fashion show sino-marocaine qui va donner d'une part par une styliste chinoise très connue et aussi les deux créateurs importants de Maroc. Et donc je crois dans les échanges culturels, la fashion show prend une place importante, surtout avec la beauté que tout le monde l'aime. Et donc je crois avec cet événement-là, ça va promouvoir encore une fois de mon part la coopération culturelle entre nos deux pays. Cette occasion m'a permis de voir et comprendre un peu la culture, quoi. Et la prochaine fois, Inch'Allah, ça va être un travail beaucoup plus profond, beaucoup plus inspiré de la culture chinoise. Avant de nous quitter, on rappelle le score du match Maroc-Côte d'Ivoire qui se déroule en ce moment. 1-0 en faveur des Lions de l'Atlas à qui on souhaite bonne chance pour la suite de la rencontre. C'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Demain, c'est Nissa Inaouda qui vous accompagne à 19h et à 21h. L'info est de retour avec Kais Mouhsine.
À bientôt.